Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième séminaire de l'année 2021. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Arnaud Ankoviak, qui est professeur à Sorbonne Université, si je ne m'abuse, C'est ça, tout à et fait. chercheur donc à l'Institut Jean Leron d'Alembert, qu'il ne faut plus appeler comme ça. J'ai fait l'erreur, je crois. Voilà, et je vais lui laisser introduire son sujet. Et voilà, donc tu as à peu près 45 minutes, et puis Ça marche. on échangera ensuite via nos webcams respectives ou le chat. Super. Merci, Justin, pour l'introduction. Euh, alors, je vais essayer de lancer ça. Je ne sais pas si ça marche, là. C'est Vous OK. voyez? Ouais, ok, d'accord. Oui, donc moi, je suis effectivement enseignant et chercheur d'Alembert à Sorbonne Université. Donc, on est sur le campus Jussieu. Moi, je suis hydrodynamicien de formation et j'ai des thématiques de recherche qui vont de l'acoustique des interfaces. Comment est-ce que typiquement une bulle de savon qui éclate peut émettre un champ acoustique, et qu'est-ce que ce champ acoustique peut nous apprendre sur la dynamique et la composition physico-chimique des composés. J'ai également une activité en lien avec Saint-Gobain Recherche sur l'hydrodynamique des films liquides qu'on va venir apposer sur des films de verre, des surfaces de verre, pour leur conférer des fonctions que le verre n'a pas à l'état natif, donc des fonctions chimiques, mécaniques, thermiques. Voilà. Et là, plus récemment, j'ai également une activité en lien avec les géosciences sur la formation de cheminées hydrothermales. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une activité qui est partie un peu par hasard, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, avec des collègues plutôt de mécanique des solides. Donc oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous dire que l'Institut d'Alembert, c'est un labo donc de mécanique, donc de physique à l'échelle humaine, composé de mécaniciens des fluides, de solides et puis également d'acousticiens. Voilà, donc, et aujourd'hui, je vais vous parler de nos recherches sur l'élastocapillarité. Comment est-ce que finalement l'action de tension de surface peut jouer sur des objets élastiques, flexibles ou mous, et leur conférer des fonctions un peu étonnantes, d'étirabilité en l'occurrence. Voilà, donc il s'agit de travaux pré-2020, parce que pour moi, l'année 2020 c'était une année blanche. Donc ici, je vais vous parler de travaux pré-Covid, voilà. Et donc, fil et membrane hyperétirable, c'est des travaux qui sont menés avec Sébastien Neukirch, Hervé Létraud, Paul Grand-Georges, Fritz Wollraff, Natacha Krins, Christelle Laverty, Aurélie Ourlier Fargette. Je réintroduirai au fur et à mesure les personnes qui ont joué dans cette étude. Alors, je vais vous parler peut-être de ce qui ne nous a pas forcément motivé au départ, mais il se trouve que ce qu'on a mis en évidence a une résonance avec ces thèmes d'intérêt actuels, qui sont les matériaux étirables. Euh, alors, on parle en particulier de beaucoup d'électronique flexible en ce moment pour faire je sais pas, des téléphones pliables, des télés qu'on peut enrouler. L'électronique étirable, vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est pas de faire des iPhones étirables, mais c'est simplement d'avoir des matériaux qui peuvent euh, convoyer, disons, une information électrique tout en étant étirable. Et ça peut avoir des applications dans le monde de la robotique molle, par exemple, si on veut faire des robots mous, mais surtout des applications thérapeutiques. En particulier, ici, là, vous avez un petit patch qui a été posé c'est dans l'équipe de John Rogers à Chicago. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé un petit tatou, là, comme dans les tatouages Malabar. Mais seulement ce tatouage est composé d'électronique étirable, et vous avez des petites fonctions de monitoring dans ce petit tatouage, qui peuvent transmettre des informations comme les pulsations cardiaques et ce genre de choses par Wi-Fi avec le monde extérieur. Donc là, ça peut paraître un peu gadget, mais on peut imaginer que si par exemple vous avez un tel patch sur un organe, par exemple, qui est mou, eh bien, on peut essayer
de retirer quelqu'un qui est harnaché sur son lit pour directement avoir des diagnostics de ce type-là envoyés vers le monde extérieur. Alors, une équipe qui a pas mal progressé sur cette thématique-là, c'est celle de Stéphanie Lacour, qui est à l'EPFL, mais à Genève. Ils ont une antenne à Genève. Et donc, elle travaille avec des neurochirurgiens, et ce qu'ils se sont amusés à faire, c'était de faire donc des électrodes étirables qui peuvent convoyer une information électrique rudimentaire. Donc là, en l'occurrence, ils ont fait des manipulations sur des rats, et ils sont venus sectionner la dure mère, donc l'enveloppe de la colonne vertébrale de la moelle épinière du rat, ce qui l'a paralysé. Et en fait, ils sont venus ensuite imposer ce type d'électrode. Alors, ils ont fait deux choses. Premièrement, mettre des électrodes dures, rigides. Donc, le rat a retrouvé une forme de mobilité, mais il était resté durablement handicapé. Et si vous venez maintenant mettre des électrodes étirables, eh bien, le rat retrouve une mobilité tout à fait incroyable. Quand on regarde les vidéos du Supplementary Material, c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a vraiment l'idée finalement d'avoir un matériau qui match en impédance mécanique, pour le dire comme ça, avec les matériaux mous qui nous constituent. Mais on peut penser à d'autres applications comme des textiles des textiles dits intelligents, je mets des gros guillemets là-dessus, des batteries étirables et ce genre de choses. Alors, quelles sont les stratégies qui sont employées pour obtenir ce type de matériaux étirables? Mais il y a déjà l'idée d'avoir des propriétés bulk. Alors là, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain des polymères ou de la physico-chimie avec vous. Je pense que vous êtes largement plus spécialiste que moi, mais je vais vous dire simplement ce que moi j'ai compris. C'est qu'au cours de ces dernières années, il y a eu des nouvelles stratégies pour concevoir des hydrogels qui étaient auparavant connus comme étant des matériaux assez fragiles. Et en jouant sur donc vous avez cette équipe-là ici qui est indiquée là qui a réussi à faire de la synthèse de polymères en combinant deux réseaux de polymères pour tirer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir à la fois une très grande flexibilité, étirabilité, et également une ténacité vraiment importante qui est matérialisée ici sur cette petite manip où on voit que ce matériau est extrêmement étirable, même lorsqu'on fait une incision dans cet échantillon de polymère, d'hydrogel. Donc ça doit être du NIPAM, hein, si je ne dis pas de bêtises, polynipam. Donc on a ici le trou qui ne va pas s'étirer, et on peut avoir des extensions d'un facteur 20, ce qui est quand même conséquent. Alors ça, c'est une stratégie qui vise à conférer des propriétés bulk pour obtenir l'étirabilité. On a une autre qui consiste à prendre des matériaux qui n'ont rien de spéciaux à la base, mais l'idée, ça va être de jouer sur les propriétés des matériaux fins. Parce qu'on sait que la géométrie, il y a un lien assez important entre la géométrie et puis la fonction mécanique. On peut penser par exemple au fil de téléphone. Hein. Si on a un fil de téléphone ou si on a un fil métallique, voilà, si j'ai un fil métallique qui est rectiligne, et si je le mets dans une machine de test, évidemment, je ne vais pas avoir la même relation de contrainte-déformation que si ce fil a été pré-enroulé à la manière d'un fil de téléphone. Pourtant, le matériau bulk n'a pas bougé, mais on a ici donc ce lien entre la géométrie et la réponse mécanique effective. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont bossé là-dessus pour faire des matériaux oxytiques ici, troués, pour faire des kirigami hein, qui sont étirables, bien que le matériau qui compose ces kirigami ne le soit pas particulièrement à la base. On a également toujours l'équipe de John Rogers à Chicago qui a essayé de faire des matériaux sous forme de treillis, ce que vous voyez ici sur cette... je pense que vous devez voir ma souris. Donc des treillis avec des arches qui sont pré-flambées. Tout ça dans l'idée de conférer un peu une sorte de réserve de matériaux pour permettre une extensibilité. Parce qu'il y a une clé quand même dans cette affaire dont je n'ai pas évoqué jusque-là, c'est que il y a une sorte d'incompatibilité dans les termes entre à la fois un matériau qui peut convoyer une information électrique et un matériau qui est fortement étirable, parce que typiquement, si on prend des métaux, ils ne sont pas connus pour être fortement étirables. Alors,
là, ce qu'on gagne, c'est le fait de travailler avec des matériaux qui sont assez génériques, mais il y a un prix à payer dans la complexité de manufacture de ce type de matériaux, parce qu'on voit ici, il faut faire de l'ingénierie fine des arches sur les treillis, des kirigamis, ou alors de ces arches qui sont déposées sur des structures de type ressort. Alors moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de deux stratégies qu'on a trouvées de façon un peu fortuite, qui exploitent justement cet ingrédient géométrique dans la nature pour conférer une extensibilité extrême à des matériaux. Donc je vais vous parler de deux exemples aujourd'hui, un qui est issu de la soie d'araignée et un second qui est issu des membranes cellulaires, si j'ai le temps. Alors, je vais commencer par vous parler des soies d'araignée. Alors ça a été une aventure, cette affaire, donc, qui a été menée en tandem avec mon collègue de toujours, Sébastien Neukirch, qui lui est spécialiste des matériaux élastiques et fins, les structures élancées à d'Alembert, avec Fritz Wollraff, qui est zoologiste à l'université d'Oxford. Et puis les chevilles ouvrières de cette affaire-là, c'est Hervé Létraud et Paul Grand-Georges, qui sont actuellement en postdoc à l'EPFL, qui ont réalisé tout le boulot que je vais vous présenter maintenant. Alors, peut-être un tout petit mot introductif sur les araignées. Alors, je ne connais pas beaucoup plus de choses sur les araignées que sur les polymères, mais je vais quand même tenter de vous dire quelque chose. Bon, alors les araignées, elles sont multiples. Vous en avez des petites, des grandes, qui font différents types de soies. Alors, une façon peut-être de classer, peut-être un peu naïve, mais une façon de classer ces différents types d'araignées, ça va être de regarder l'architecture de leur toile. Et effectivement, si on commence à répertorier, à inventorier les différents types de toiles qu'elles font, on se rend compte qu'il y a un catalogue assez impressionnant, avec des toiles d'araignées qui vont être structurées, qui vont être bidimensionnelles, 3D au contraire, irrégulières, régulières, composées de secteurs angulaires. Vous avez des araignées qui font même pas de toile et qui vont mettre qui vont lancer des soies directement à la manière d'un lasso. Enfin, voilà, si je prends par exemple l'exemple de la toile de la veuve noire qui est représentée ici, il s'agit d'une toile donc, qui est sous forme d'une cheminée sèche, relativement irrégulière, en dessous de laquelle vont pendre des petits filaments gluants qui vont venir attraper les insectes malheureux qui viendraient s'aventurer en dessous. On a d'autres toiles en type d'entonnoir, de chaussettes, enfin bon, c'est tout un monde. Nous, on s'est intéressé à la toile d'araignée, je dirais l'image d'Épinal de la toile d'araignée. Donc c'est la toile qui est géométrique, hein, qui est composée de filaments radiaux qui émanent à partir du centre et qui est parcourue par une spirale qui parcourt la toile et qui est encadrée par des fils de cadre comme ceci. Donc on a des araignées parisiennes hein, qui font ça, on a les pères des ponts qu'on va trouver sous les ponts de la Seine, on a plein au Jardin des Plantes. Alors nous, pour des raisons essentiellement de taille, pour pouvoir manipuler ces soies-là, on s'est mis à travailler avec des araignées tropicales comme la néphile de Madagascar ou celle de Nouvelle-Guinée qui est représentée ici. Donc on élève au labo. Et donc une fois donc pour vous donner une idée de comment ces toiles sont construites, je vous présente ici une petite vidéo extraite d'un joli documentaire que vous connaissez peut-être de David Attenborough, où on voit ici la construction d'une toile, souvent à la nuit tombée ou au matin. Voilà, avec une certaine complexité dans la manufacture, avec vous avez des sortes de toiles de soie intermédiaires d'échafaudage. Enfin, c'est tout un monde cette affaire-là. Et donc à la fin, vous avez une structure qui ressemble à ceci, donc avec, comme je le disais, ces filaments radiaux et cette spirale. Ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est que finalement les différents éléments architecturaux qui composent cette toile ont chacun des propriétés mécaniques différentes. Ce que j'entends par là, c'est que si je prends un filament radial et que je le touche, eh bien, ce filament va être assez rigide et sec. Au contraire, la soie circonférentielle, spirale ici,
elle est complètement molle et elle est gluante. Donc, suivant l'élément que je vais regarder, il va avoir des propriétés différentes. Alors, comment est-ce que l'araignée fait pour concevoir, enfin moduler les propriétés mécaniques de la toile? Eh bien, en fait, elle a différentes glandes. En fait, son abdomen est rempli de poumons et de glandes différentes, et elle peut concevoir jusqu'à 7 types de soies différentes, pour les araignées dites modernes, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc, vous avez une soie qui va être dédiée pour faire une structure intermédiaire dans la création de la toile. Vous avez une soie de réparation pour faire du ciment entre les différents éléments, une soie pour faire les cocons, une soie pour emballer les proies, une soie pour faire la, la soie spirale dite de capture, je vais y revenir. Pareil pour la soie radiale, ou la soie d'échappée, celle qui va, c'est un peu la soie de Spider-Man, celle-là, c'est celle qu'elle va poser et s'échapper si vous essayez de l'embêter. Et puis, il y a une dernière soie qui ne va pas polymériser, qui va rester à l'état liquide. C'est la soie qui va être produite par la glande bleue, ici la glande agrégée, dont on voit les filières ici. Donc en fait, lorsque l'araignée fait la soie de capture, donc c'est cette soie spirale, eh bien, elle va extruder en fait cette soie à partir de ces filières ici, qui sont présentes au bout de son abdomen. Et donc, il va y avoir une fibre centrale. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il s'agit d'une solution qui est extrêmement concentrée, mais qui reste liquide dans les glandes. Et vous avez des sortes de presses qui vont venir extraire l'eau, ce qui fait qu'en sortie, vous aurez un filament solide qui va représenter l'âme, si vous voulez, de cette soie. Et c'est pas tout parce que vous remarquez ces sortes de pinceaux, de filières en forme de pinceaux qui vont venir gainer la toile, enfin la soie centrale avec cette glu. Hein, et cette glu, ça n'est rien d'autre qu'une soie qui ne va pas polymériser. Et puis ensuite, vous avez une instabilité capillaire qui va vous former des petites gouttelettes spontanément. Voilà, donc ça c'est une techno, pour ainsi dire, de soie de capture. Il y en a une autre dont je ne vais pas parler, qui est faite par les araignées dites cribélates, et qui est complètement sèche, celle-là, et qui fonctionne par Van der Waals. Donc l'araignée va venir crêper la soie de capture avec un cribellum, une sorte de peigne, pour former ces sortes de boules cotonneuses qui vont pouvoir attraper les insectes par adhésion type Van der Waals. Donc ça, c'est une techno complètement sèche. Moi, je m'intéresse aux araignées qui sont dépourvues de cribellum, donc les écribellates, qui font ce type de soie de capture. Et je vais maintenant vous parler davantage de cette soie de capture. Voilà. Alors, en fait, il y a eu énormément d'études dans les labos de biologie, mais pas que, sur la réponse mécanique de la soie d'araignée, qui est annoncée comme un matériau miracle, exceptionnel, etc. En fait, quand on regarde le module Young de cette soie d'araignée, finalement, il n'est pas si exceptionnel que ça. Quand on regarde son étirabilité à rupture, c'est pas non plus si exceptionnel que ça. Ce qui distingue vraiment la soie d'araignée, ça va être sa ténacité. Hein, c'est-à-dire c'est l'air ici sous cette courbe de contrainte déformation qui représente en fait l'énergie qu'il va falloir fournir pour casser la soie. Et ça, c'est assez bien illustré, je trouve, par à nouveau cette autre petite séquence du film Life in the Undergrowth, où on voit un insecte ici qui arrive à toute vitesse dans la toile. Alors, il faut savoir que le ratio de masse entre la masse de l'insecte et la masse de la toile est largement en faveur de l'insecte. Hein, il a une masse bien plus importante que celle de toute la toile. Et lorsqu'il impacte cette toile, on peut remarquer trois choses. La première, c'est qu'il ne traverse pas la toile. C'est-à-dire que la toile est capable d'encaisser toute l'énergie cinétique incidente sans se rompre. Donc ça, c'est vraiment cette idée de ténacité où on peut absorber cette énergie. La deuxième chose, c'est que la fonction d'adhésion est également remplie.
on pourrait se dire, bah, tiens, l'insecte va être arrêté, mais ensuite va pouvoir repartir. Non, ensuite il est collé sur la toile, donc il y a la fonction d'adhésion qui est remplie. Et puis il y a une troisième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a finalement très très peu de rebonds dans cette histoire. On pourrait se dire, finalement, j'ai un système masse-ressort avec voilà, une masse assez importante ici, et puis donc je vais avoir des oscillations qui vont perdurer. Eh bien non, en fait, il y a un mécanisme de dissipation qui est extrêmement efficace dans cette affaire et qui, à ma connaissance, fait toujours débat aujourd'hui, savoir comment est-ce qu'on peut dissiper tant d'énergie dans aussi peu de volume, hein, si on se dit que la dissipation, c'est un 2 mu dB intégré sur le volume. Ici, on a virtuellement pas de volume, et pourtant on arrive à avoir une dissipation qui est extrêmement efficace. Alors, dans les papiers qui portent sur l'étude de la soie d'araignée, on a souvent des études en extension. Nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'était une étude en compression. Et en fait, alors je ne sais pas si vous me voyez là, mais ce qu'on sait très bien, c'est que si on prend un câble quelconque, et si on s'amuse à le comprimer, eh bien, il va venir s'affaisser dans le champ de pesanteur, s'il est mou, ou au contraire, s'il est rigide et que j'essaye de le comprimer, il va flamber. Mais dans les deux cas de figure, eh bien, il va s'écarter de son alignement originel. Ici, ce que je vous présente, c'est une petite vidéo qu'on a faite sur le comportement de la soie de capture en compression. Et ce qui est assez bizarre, vous allez voir, donc on a pris un échantillon qui n'a pas été préétendu, et voilà ce qui se passe. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont les deux morts d'un pied à coulisses, et entre les deux morts du pied à coulisses, vous avez un échantillon de soie de capture qui a été posé. Pas tendu, mais juste posé à l'état natif. Et lorsque vous le comprimez, voilà ce qui se passe. Vous commencez à le comprimer, il reste rectiligne. Vous commencez à le recomprimer encore, il reste toujours droit. Et vous pouvez aller jusqu'à 95% de taux de compression et il va rester droit. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'on a en tête cette idée que finalement, si je comprime un filament, il devrait se passer quelque chose. Et la question est où est passé l'excédent de matière. Bon, on a bien vu dans la petite séquence qu'on avait les gouttes ici qui se réagençaient, les gouttes qui étaient présentes à la surface les gouttes de glu qui étaient présentes à la surface de la soie qui se réagençaient, et donc il semble bien que ça joue un rôle. En fait, ce à quoi ça nous fait penser, cette affaire-là, c'est également, je reviens un peu en arrière, c'est le comportement d'un film liquide. Si vous avez un film liquide, un film d'eau savonneuse, que vous comprimez, ben, c'est exactement ce qui se passerait en fait. C'est-à-dire que le film resterait tendu, sauf que là, ce n'est pas un film liquide, c'est un filament solide. Plutôt, c'est une sorte de matériau hybride composé à la fois de solide et de fluide. Alors, si on essaye de voir un petit peu plus ce qui se passe, on peut mettre tout ça sous un microscope, et voilà ce qu'on observe. Lorsqu'on tire sur cet échantillon-là, on observe, alors peut-être un peu avec les yeux de la foi, de l'action dans cette grosse goutte centrale, et on a la sensation de voir un matériau qui est extrudé à partir de cette zone centrale. D'ailleurs, ici, on a même un petit marqueur lagrangien qui va poif, voilà, qui sort de la goutte principale. Et là, ici, on a un dernier événement, et à partir de là, on peut tirer tout ce qu'on veut, et il n'y a plus du tout d'extrusion. À partir de maintenant, on peut faire l'opération inverse, et lorsqu'on cherche à recomprimer ce matériau, on se rend compte qu'on a relocalisation de toute la matière dans cette goutte centrale. Donc on voit bien qu'il y a de l'action dans cette goutte, il y a des sortes de filaments. Alors donc je vais vous montrer d'autres vidéos dans un instant, mais en fait tout se passe comme si on avait accumulation de matière, de bobines finalement, au sein de cette goutte de glu centrale. Alors ce qu'on s'est amusé à faire, c'est également des courbes justement de réponse en force, enfin, des courbes de force-déplacement, voilà, j'y arrive. Donc ici, on a travaillé avec des capteurs à déflexion capacitive. Ça, c'est fait par une boîte suisse, en fait, et ça permet de mesurer des dizaines de nanonewtons à plusieurs kilohertz.
Ça ressemble à ça. Et ce qu'on est venu faire, c'est attacher la soie. On a cassé pas mal de capteurs au passage et on s'est amusé à tirer dessus. Donc ici, vous avez une triple visu où vous avez la visu générale, la visu centrée sur la goutte, et en bas, vous avez le signal de force qui correspond à l'alignement, au déplacement courant. Donc ce que vous voyez, c'est qu'une fois qu'on a fini d'extruder toute la matière, eh bien, finalement, on retrouve un comportement de type ressort ou de type solide hookéen, donc qui reste quand même extensible, un certain temps d'ailleurs, hein, jusqu'à rupture. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une réponse caractéristique en deux parties. Une réponse plate tout d'abord, et puis une réponse de type ressort, si je vais un peu vite. Alors, c'est sans doute plus clair sur cette visu-là. Donc finalement, si je représente la tension qu'on va mesurer aux extrémités de la soie en fonction du déplacement imposé, on voit qu'il y a différents régimes dans cette affaire-là. Il y a premièrement un régime où la tension... Bon, je vais peut-être commencer par le régime le plus simple, qui est le régime, on va dire, linéaire, enfin affine, où ici on voit la force qui augmente avec le déplacement. C'est ce à quoi on s'attendrait de la part d'un solide élastique usuel. Et effectivement, quand on regarde la structure de la fibre dans ce régime-là, eh bien, elle traverse de part en part la goutte de façon complètement rectiligne. Si maintenant j'applique une force qui est un peu moindre, alors là, vous observez une cassure et on obtient ce plateau ici de réponse en force. Et à cette cassure correspond un changement net, dramatique au niveau de la microstructure, où on va voir ici que le filament qui parcourait la goutte de façon rectiligne va tout d'un coup se mettre à flamber, à faire des boucles, voire même des bobines carrément au sein de la goutte. Et pendant toute cette phase-là, on va venir stocker de la matière, ce qu'on avait déjà distingué dans les visus précédentes. Eh bien, la tension va être, première approximation, constante. Donc cette tension constante, ça nous rappelle à nouveau le comportement d'un film de savon. Film de savon, finalement, il va exercer une force de tension de surface constante aux extrémités, quelle que soit son extension. Donc on retrouve ce comportement un peu hybride, liquide-solide, dans ce système un peu bizarre. Alors on essaie de comprendre ça, et nous, forcément, en tant que mécaniciens, on s'est dit, ah bah tiens, c'est simple, ce qui doit se passer, ça doit être la chose suivante. Finalement, on a deux phénomènes qui sont en compétition. On a d'un côté la force de compression de la tension de surface, qui est gamma fois 2πh, si vous voulez, où h est le rayon de la fibre. Et puis, cette fibre centrale, elle est caractérisée par un certain module de rigidité à la flexion EI. Et ce que je sais, c'est que si j'excède la charge critique de flambage de l'air, alors qui est égale à pi carré fois EI sur L carré, ou 4 pi carré, alors tout dépend des conditions d'accrochage. Bon, je laisse un petit peu un flou sur les conditions d'accrochage, mais en gros, si j'excède une charge critique de flambage, ça devrait flamber, et puis je devrais observer ceci. Donc finalement, on arrive à une relation qui est très simple, qui est de se dire, finalement, si ma force capillaire excède cette force de flambage, c'est ça qui devrait se passer. Alors si on met des chiffres dedans, avec la taille d'une goutte typique de glu, le module de Young de l'ordre de 10 mégapascales pour la soie de capture, donc c'est assez mou cette affaire, une valeur un peu à la louche de tension de surface, raisonnable, on se rend compte que ce scénario-là de flambage induit capillairement pourrait marcher si le rayon de la fibre est inférieur à 10 microns. Alors 10 microns, c'est fin, c'est-à-dire que c'est très petit devant toutes les fibres textiles qu'on connaît, sauf peut-être la soie, justement. C'est largement plus petit qu'un cheveu, qui est de l'ordre de 80 microns, mais on tombe dans les bons ordres de grandeur pour la soie d'araignée. Donc ce scénario-là semble plausible, et il apporte toutefois une grosse contrainte sur la taille de la fibre, qui doit être de l'ordre du nanomètre jusqu'au micron. Alors, je vous avouerai que lorsque j'ai présenté ce premier scénario aux biologistes, je me suis pris une volée de bois vert, parce que on m'a dit, non, mais en fait, c'est mignon tout ça, mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la structure des protéines, il y a la chiralité, il y a des tas de choses, et donc, en fait, c'est pas aussi simple que ça.
Et donc, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas convaincre, et nous-mêmes être convaincus avec un argument heuristique de ce type-là. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est reproduire de façon synthétique une soie de capture. Synthétique au sens, on cherchait à faire un matériau qui soit aussi mou et aussi fin, parce que la taille est importante ici, qu'une soie de capture. Alors c'est assez compliqué parce que, enfin pour nous, pour vous, je pense que ça doit être beaucoup plus facile. On a pas mal galéré parce que soit il fallait travailler avec des élastomères qui étaient suffisamment mous, comme du PDMS par exemple, mais qui ont l'inconvénient de réticuler et qu'on ne peut pas venir retravailler pour affiner. Ou alors, si on travaille avec du PLA, par exemple, comme ce qu'on trouve dans les imprimantes 3D, on peut effectivement étirer, faire du post-drawing là, pour faire des fibres très fines. Mais le problème, c'est qu'on est vraiment dans le gigapascal, et donc on n'était pas dans le bon régime. Et au bout d'un moment, on a trouvé un thermoélastomère. Alors, on ne savait pas que ce truc-là existait. Donc, il s'agit donc d'un matériau qui est faiblement réticulé, avec du Van der Waals uniquement, et qui a un module Young qui est très petit, enfin très faible, de l'ordre de 10-20 mégapascales. Donc, ce qu'on a fait, c'est une technique de pâtissier, en fait. C'est un peu comme les cheveux d'ange, là, vous savez, quand on vient tirer sur des filaments de sucre. Donc on a posé un petit pellet là, de TPU, de thermoélastomère de polyuréthane, sur une plaque chauffante, et on est venu avec un petit tweezer, avec une petite pince Bruxelles, là, étirer directement notre cheveu d'ange. Et en pratique, ça donne ça. Donc on s'approche ici, le matériau est en fusion, on tire dessus, et en fait, si on tire un peu plus énergiquement que ça, on va pouvoir former des fibres très fines dans la gamme de la dizaine de microns. Et donc, on distingue juste d'ailleurs dans le labo par diffraction. Donc, si on fait ça, et qu'on le met entre les deux morts d'un pied à coulisse, et qu'on s'amuse à le comprimer, voilà ce qu'on observe. En fait, on n'observe rien, c'est-à-dire que le matériau flotte à tout vent. Ici, il flambe, mais c'est normal parce qu'il manque un ingrédient qui est les gouttes de glu. Donc on peut prendre un pinceau et mettre des gouttes d'huile silicone, disons par exemple, pour recréer ces gouttes de glu. Et alors là, paf, instantanément, vous voyez que le matériau est fonctionnalisé et qu'on peut retrouver ce comportement de la soie de capture, puisque tout l'excédent de matière va être relocalisé ici, lors de la phase de compression, dans la goutte d'huile silicone. Et donc on peut aller très très loin en extension parce que finalement on va, tant qu'on n'a pas atteint de contraintes stériques, finalement d'encombrement de la goutte avec la fibre, on peut venir stocker la matière et surtout on peut venir la déstocker plus tard et donc avoir un matériau qui en apparence est extrêmement extensible. Alors ça nous a encouragé pour aller plus loin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris différents couples de matériaux et de liquides, avec de l'huile silicone, de l'éthanol, des liquides moins sympas. On a pu le faire aussi avec du PLA, du PVDF HFP, ce genre de choses. Et ce qu'on s'est amusé à faire, ça a été représenter la force capillaire exercée par la goutte en fonction de la charge critique de flambage. Et vous vous souvenez que le petit scénario de tout à l'heure, ce que je disais, c'était que si la force capillaire excède la charge critique de flambage, qui est représentée ici en pointillé, ça devrait marcher. Et en fait, ça a marché au-delà de nos espérances, en fait, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que dès lors qu'on était au-delà de cette ligne dans ce diagramme de phase, pouf, on avait instantanément bobinage, et en dessous, impossible d'observer quoi que ce soit. Alors en fait, ça a marché vraiment au-delà de nos espérances, cette affaire-là, parce que pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister aujourd'hui, contrairement au flambage, alors alors là j'ai juste une règle en bois sous la main, mais si je prends un objet que j'essaye de faire flamber, si j'essaye de le faire flamber, comme ça en appuyant sur les extrémités, je sais que le flambage va être super critique.
C'est-à-dire que je vais devoir, si je veux observer une déflexion plus grande, je vais devoir pousser encore plus, etc., etc. Il se trouve que là, le flambage, dans cette configuration-là, est sous critique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet de seuil catastrophique. C'est-à-dire tant que vous êtes sous le seuil, il ne se passe rien, mais au-dessus, la goutte se met à embobiner tout le fil qui est à sa disposition. Ce qui fait qu'on a vraiment un scénario on-off avec ce critère ici, élastocapillaire. Alors, on a on a tenté d'aller plus loin. Alors ça, c'est une grosse contribution de Sébastien qui a fait pas mal de simulations de fibres confinées et de calculs énergétiques. Et à la fin, il y a un modèle qui est assez sympa, qui est assez simple, que je vous présente ici dans les grandes lignes. Un modèle de type transition de phase qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette affaire-là. Finalement, on peut se dire qu'on a deux phases dans notre système. Une phase qui est mouillée et enroulée, qui est caractérisée par une certaine énergie par unité de longueur qui va être une énergie de surface, hein, deux pillages fois la longueur mouillée fois l'énergie solide liquide, plus eh bien, une énergie élastique. Et on va dire que pour aller vite, voilà, ça va être EI fois la courbure au carré fois la longueur. Voilà. Donc, ça, c'est l'énergie de la configuration dans la goutte. Et puis, à l'extérieur, j'ai une phase qui est sèche et étirée. Alors d'ailleurs, on peut ne même pas parler de l'étirement ici, c'est même plus simple, j'aurais dû l'enlever ça. On peut simplement parler de l'énergie surfacique de la phase sèche. L'idée, c'est quoi? C'est que dans la configuration qu'on regarde, la configuration d'énergie minimale, c'est celle-là. Le système va spontanément évoluer pour se localiser dans la goutte. Sinon, il n'y aurait pas d'embobinage. Et donc, il y a donc un contraste énergétique entre cette phase mouillée enroulée et cette phase sèche qui est à l'extérieur. Ce contraste énergétique, ce coût énergétique, si vous voulez, qu'il faut payer pour extraire de la fibre de la goutte, c'est représenté ici par ce epsilon 0, hein, donc qui correspond à la différence d'énergie de surface, plus le coût lié enfin plutôt le bénéfice qu'on a à désenrouler la fibre. Donc ce coût énergétique, cette sorte de chaleur latente, si vous voulez, cette énergie latente, on peut s'en servir dans un tout petit modèle qui consiste à dire, bon ben voilà, je vais minimiser l'énergie totale de mon système, qui est composé donc de ces deux phases, et je vais ajouter quelques contraintes. En l'occurrence, je vais imposer une extension, et puis je vais me donner d'autres contraintes, comme par exemple le fait que je veux que la fraction qui est dans la goutte plus la fraction qui n'est pas dans la goutte, ça fasse 1. Vous voyez ce genre de contraintes. Et donc si on fait ça, on se rend compte qu'on a finalement trois scénarios possibles. Soit la fibre est entièrement dans la phase coil, donc enroulé, mouillé. Hein, c'est ce qu'on a ici sur ce petit schéma-là. Tout est comprimé, compacté et ne prend pas de place. Voilà. Soit on a la fibre qui est complètement à l'extérieur de la goutte, complètement sèche. Bon, ok. Donc, et là, on va retrouver un comportement de type ressort, si vous voulez. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une troisième possibilité où on peut avoir une mixture de phases. Et ça correspond finalement à toute la plage où le système n'est pas complètement étendu ou complètement comprimé, mais ça correspond à toutes les phases d'élongation intermédiaires. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces deux phases qui coexistent ensemble. Et alors, ce qui est assez élégant dans le modèle, c'est qu'on peut avoir directement la tension qui sort du modèle. Pourquoi est-ce qu'on a la tension? Parce que c'est le multiplicateur de Lagrange de l'extension qu'on impose. Et ce qu'on observe, c'est que dans cette mixture de phases, la tension, elle est constante. Elle est constante et elle est précisément égale ici à ce coût énergétique par unité de longueur. Et ça, on retrouve là quelque chose qui est, je pense, assez classique dans les systèmes qui présentent des transitions de phase du premier ordre, où on peut être soit complètement dans la phase liquide, soit complètement dans la phase vapeur, et puis entre les deux, on peut avoir une mixture de phases qui coexistent,
où on va avoir une certaine quantité qui va rester constante, donc la température, mais dans toute cette phase-là, on va quand même consommer de l'énergie pour transformer du liquide en vapeur. Là, de la même façon, lorsqu'on étire la fibre et qu'on la sort, eh bien, on consomme de l'énergie, parce qu'on a une tension constante, mais on va avoir un débattement en longueur, tension fois longueur, on consomme de l'énergie, et cette énergie, c'est le coût à payer pour sortir la fibre et la transformer de cet état énergétique-là dans celui-ci. Alors, cette prédiction théorique un peu simple, mais qui contient, je pense, l'essence, elle est représentée sur ce graphe ici en pointillé, et elle colle assez bien avec les mesures expérimentales qu'on a obtenues ici en orange foncé. Donc, on retrouve ici ce plateau, et ça marche aussi avec des simulations numériques qu'avait fait Sébastien d'Elastica avec un confinement sphérique, donc vous pouvez voir quelques snapshots ici. Donc voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette soie d'araignée. Ce que je vous dirais simplement en ouverture là-dessus, c'est que parmi les choses qu'on a regardées qui nous semblaient vraiment sympas, mais voilà, il fallait passer à autre chose, on arrivait en fin de thèse, etc. On a vu des phénomènes de transition de phase, mais cette fois-ci dans les phases d'enroulement, suivant les paramètres taille, module Young, tension de surface, taille de goutte, etc., on peut avoir soit des phases d'enroulement qui sont complètement ordonnées, ou alors beaucoup plus déstructurées, comme ceci. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez récurrent dans la littérature du packing, là, du confinement de fibres. Donc là, il s'agit de manips qui ont été faites par une équipe suisse de Zurich, si je ne dis pas de bêtises, de stockage de fibres. Et suivant les paramètres du problème, on peut avoir soit des modes de stockage ordonnés ou désordonnés. Là, c'est pareil ici en 3D là, avec des pelotes, c'est fait par la même équipe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également, en particulier dans les structures de stockage de l'ADN ou de l'ARN. L'ADN est plutôt rigide à cause des deux brins, et donc on va plutôt avoir des phases ordonnées d'enroulement, alors que dans les capsides virales qui contiennent de l'ARN, puisqu'on a un seul brin, on va plutôt avoir des phases qui vont être désordonnées. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que on pensait l'avoir jamais vu, ce système-là, et en fait, comme souvent, je pense, après l'avoir observé, on a commencé à le voir partout. Et là, je vous donne quelques exemples de stockage de fibres dans des capsules élastiques. Donc ça, vous avez une structure, une morphologie hypothétique de l'élastine qui est présentée dans un bouquin de Gordon. Donc c'est un tissu biologique qui, lorsqu'il est comprimé ou décomprimé, prendrait cette forme-là. Je ne sais pas si ça a été confirmé par la suite. Là, ici, vous avez dans cette petite séquence de film, ici, vous avez une amibe qui est en train de gober une algue sous forme de fibre, et vous voyez que vous avez également ce stockage ici qui s'opère, et à la fin, ça ne se passe pas très bien pour l'amibe, parce qu'on a ici une sorte de pression de fibre finalement qui est exercée sur le conteneur, pouf, voilà, qui se fait déchirer. Et puis, alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous... Donc c'est un phénomène dont j'ai entendu parler il y a très peu de temps, mais sur lequel enfin, voilà, qui m'étonne, c'est que vous avez certains matériaux, il me semble que c'est du NIPAM également, qui, suivant l'état d'étirement, peut présenter une opalescence ou non. Donc il y aurait peut-être également une forme de débobinage ou de rembobinage. Bon, voilà, je mets beaucoup de pincettes là-dessus. Ce que je peux vous dire également, c'est que on n'a pas répondu à la question de départ. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, bah tiens, ce qu'on a obtenu, c'est on a commencé par élever des araignées. Ensuite, les biologistes nous ont dit qu'on n'était pas convaincants, donc on est parti sur des systèmes synthétiques. Mais à la fin, on n'a pas répondu à la question de savoir est-ce qu'il y a une fonction biologique à cette affaire-là ou pas. Et donc là, je vous présente un cliché que m'a envoyé Marc Rabot du FAST. C'est pris dans son jardin. Et ce qu'on voit ici, je trouve ça magnifique. Là, on voit une araignée qui tisse cette soie de capture en soirée. Et ce que vous remarquez, c'est qu'à chaque fois, elle tire, je ne sais pas si vous le voyez,
elle tire sur une soie radiale avant de poser la soie de capture. Donc, ce qui fait qu'au moment où la soie de capture est à nouveau en place, eh bien, il y a une sorte d'excédent de fibres. C'est peut-être plus visible encore sur ce petit film-là. Voilà, là, elle tire, elle pose, elle avance. Elle tire, elle pose, elle relâche, elle avance. Et donc, dans chacun de ces petits éléments-là, il y a donc a priori plus de fibres que ce qui a été posé. Disons que la longueur est inférieure à celle qui a été posée. Voilà. Donc, il y a sans doute de la matière qui est partie quelque part. Donc, est-ce que ça joue un rôle dans la retention? C'est une question qui est ouverte et à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà, alors je vais poursuivre un petit peu maintenant ma présentation pour vous parler de la deuxième partie. Alors, j'ai pas lancé le chrono. Justin, surtout, n'hésite pas à me dire si je... Voilà. Bah, oui, t'es pas loin de 45 minutes là. Là, je suis pas loin de 45 minutes, là, déjà? Ouais. Ok, d'accord. Alors, je vais peut-être aller assez vite là-dessus. En quelques minutes, je vais essayer de vous présenter ça. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, il y a en gros un autre type de matériau qui a la propriété d'être extrêmement étirable et qui est présent dans notre corps, en fait, qui est la membrane cellulaire de tout un tas de cellules qui nous composent. Donc, on peut penser par exemple aux lymphocytes qui vont venir s'insinuer dans la microvasculature, aux macrophages qui vont venir s'étendre pour absorber des agents pathogènes. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un macrophage qui va courageusement essayer de s'étendre d'un facteur 5 pour avaler ici une bille couverte d'antigènes. Et voilà. Donc en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que ces membranes cellulaires qui peuvent s'étendre énormément, quand on les regarde à l'état brut, elles ne peuvent s'étendre que de 3 à 4%. Alors, il y a un peu un paradoxe dans ce fait que ces cellules peuvent s'étendre énormément, bien qu'elles soient constituées d'un matériau qui s'étend très très peu. En fait, la clé, voilà, pour aller très vite là-dessus, c'est que la membrane, elle est constituée de tout un tas de froufrous, de réserves membranaires, et qui sont auto-assemblées par le complexe actinomyosinique qui est présent juste sous la membrane et qui joue un rôle de tension de surface également. De façon un peu fortuite, donc je vais aller très vite là-dessus, je vais juste vous montrer une visu qu'on a faite. On a pu refaire des membranes qui se comportent de cette façon-là. Alors c'est un coup de bol, c'était pas ce qu'on voulait faire au départ. C'est une technique d'électrospinning qui nous a permis de faire donc, ces membranes-ci. Et donc là, vous avez la membrane sèche, et dès lors que vous cherchez à l'infuser d'un liquide, eh bien, ce que vous observez, alors voilà, on va venir l'infuser, on vient la mettre dans un film liquide, et lorsqu'on tire sur cette membrane, eh bien, on a à nouveau un objet qui est extrêmement extensible, adaptable, conformable, et qui peut s'adapter à toutes les sollicitations. Donc ici, si j'ai des sollicitations isotropes ou anisotropes, je pense que ça va arriver, l'anisotropie, là. Voilà, comme ça, je peux tirer dans un sens, dans un autre, relâcher, retirer. À chaque fois, la membrane s'adapte. Et ce qui est assez sympa, c'est que la membrane, elle est constituée d'un matériau qui est tout à fait standard. Et c'est simplement l'action de cette tension de surface qui va lui conférer cette extensibilité extrême. Voilà. Donc, et donc, je finirai peut-être juste avec une petite vidéo là-dessus. Alors, oui, j'avais prévu beaucoup de choses. Pardon. Une petite vidéo là-dessus qui arrive maintenant. Voilà, ici, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est prendre cette membrane et faire un test de fatigue. Donc, on tire dessus, on la recomprime, on l'étire d'un facteur 20 à chaque fois. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est faire 150 000 cycles de cette affaire-là.
Et après, eh bien, dans la mesure où finalement, un peu comme un fil de téléphone sur lequel on viendrait étirer et recomprimer, finalement, localement, il y a très peu de contraintes et d'étirements. Eh bien, de la même façon, ici, on sollicite très très peu la membrane, et même après 150 000 cycles, on retrouve, elle a encore ses propriétés mécaniques. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et donc ça conclut un petit peu cette idée de fonctionnalisation de matériaux par la tension de surface. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, je